Donc nous reprenons avec la deuxième table ronde consacrée à l'enjeu billettique au service de l'Europe du rail. J'accueille pour cette table ronde Rachel Picard, présidente de Velvet, Gérard Le Seul, que nous avons entendu débuter de la Seine-Maritime, Alexander Ernert, secrétaire général d'ADN Mobilité, directeur général de Trainline France, et Jordan Cartier, secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports. Pendant que chacun s'installe, un petit mot, mais tout a déjà été dit, finalement, sur l'enjeu stratégique majeur que constitue la billettique. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on s'en rend compte, elle est le premier point de contact entre le voyageur et le système ferroviaire. Ce système ferroviaire, ça a été dit également, est de plus en plus complexe, puisqu'il est marqué par une multiplication des acteurs, par une multiplication des canaux pour les voyageurs. Et donc, il faut évidemment que des réflexions soient menées sur la billettique, sur la distribution, pour améliorer la visibilité des offres. Nous avons évoqué les travaux au niveau national, donc notamment cette mission d'information sur la billettique qui est lancée depuis janvier 2026 par le Sénat, sous l'égide de 4 sénateurs et dont le sénateur Dersin, et nous en avons également un autre représentant. Mais l'Union européenne aussi se penche actuellement sur la question à travers son paquet billettique qui doit mener à 3 règlements européens et qui devrait être présenté en février 2026. Nous sommes à peu près dans les mêmes calendriers. Il s'agit donc d'un enjeu absolument fondamental et nous avons donc nos intervenants qui vont nous aider à réfléchir sur ces questions. Je vais commencer tout d'abord par Madame Rachel Picard, donc présidente et cofondatrice de Velvet, premier opérateur indépendant privé de train à grande vitesse en France, ce projet. Ma question est très simple. Quel est votre regard sur le marché français ? Vous qui vous lancez sur l'axe de la LGV face Atlantique, avec le constat qui est connu d'une forte demande qui serait non servie. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et pour ce sujet qui, évidemment, nous passionne au plus haut point. Nous, on fait le constat que vous avez effectivement donné qu'aujourd'hui, le grand problème du ferroviaire, c'est... Je vais me concentrer sur la partie longue distance, grande vitesse que je connais mieux. C'est le manque de capacité. Qu'on est aujourd'hui à une situation assez unique en fait, hein, où on peut mesurer, et on l'a fait faire, la FNOT l'a fait faire aussi sur le Paris-Bordeaux. Aujourd'hui, on a 15% des voyageurs, en tout cas de ceux qui voudraient voyager, qui n'y arrivent pas. Et structurellement, la demande est en croissance, il y a plein de facteurs, vous les connaissez, et la capacité, peu ou prou, augmente un petit peu. Bien sûr, l'opérateur fait tous ses efforts pour le faire, mais ça reste dans des limites de ce qu'il peut faire. Et donc, on va vers une situation où, alors qu'on prône tous le report modal, que le train est 60 fois moins consommateur que l'avion de CO2, 30 fois moins que la voiture, et que nous avons tous cet objectif en tête, où finalement, les Français veulent prendre le train, mais ils n'y arrivent pas comme ils le voudraient, ils n'y arrivent pas quand ils le voudraient. Et donc, déjà, on n'a pas la croissance qu'on pourrait avoir. Et le deuxième point qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a même la perception du train commence à être un petit peu plus négative, dans la mesure où les gens ne trouvent pas de place, donc en fait, ils se retrouvent un peu coincés, ou ils doivent reporter sur un autre mode, encore pire. Ils commencent à critiquer une perception de cherté des prix, parce que même en s'y prenant à l'avance, on ne trouve pas les petits prix qu'on pouvait trouver. Et puis également un sujet de perception de qualité de service, parce que quand les trains sont archi pleins, au bout d'un moment, l'opération elle-même est sous tension et ça peut créer des situations compliquées pour les voyageurs. Donc nous, ce qu'on prône, c'est que dans l'ouverture aujourd'hui qui est possible, que des acteurs arrivent finalement avec un peu plus de place, tout simplement. Et nous, ce qu'on se propose de faire, c'est d'amener 10 millions de places chaque année sur la façade atlantique, où il y a tout particulièrement tension vraiment sur l'offre, donc vers Bordeaux, Rennes, Angers, Nantes, comme vous le savez certainement. Merci beaucoup. Et dans ce sens, comment voyez-vous cette expérience voyageur pour le futur ? Et vous avez combien de temps ? Vous avez quelques minutes, là, vous pouvez prendre votre temps. Ça marche. Je pense que c'est vraiment la bonne question. Et c'est vraiment de là qu'on est parti.
il y a un truc qui se passe quand la concurrence arrive, et vous l'avez vécu en tant que client sur les secteurs qu'on connaît tous bien, évidemment la téléphonie ou d'autres en premier lieu. On passe d'un monde où finalement on contraint un peu le système à un monde qui est plus ouvert. Et vous me posiez la question d'une expérience. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs expériences. Et c'est en fait ça tout le propos. On a bien vu qu'aujourd'hui, au-delà du manque d'offres, en fait, rien que le fait d'amener une diversité d'offres crée de la dynamique. On l'a vu dans le ferroviaire. Aujourd'hui, on a du recul, on a des exemples. On a des exemples en Italie, on a des exemples en Espagne plus récents. On a même des exemples en France. On en a deux. Il y en a un qu'on oublie souvent, et Dieu sait pourtant c'est Ouigo. Ouigo a permis, en amenant une nouvelle offre, de créer un rebond dans la croissance et vraiment d'aller chercher des nouveaux clients qui ne prenaient pas le TGV avant. Mes amis de Trenitalia, bien entendu, qui sur Paris-Lyon ne cessent de faire une démonstration chaque jour du bénéfice de la croissance de l'offre et de la croissance du trafic, qui a donc doublé par rapport à la croissance moyenne. Donc les éléments de preuve sont là. Et c'est pas un miracle, j'allais dire. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que chaque opérateur va chercher, propose une offre qui est différente et va chercher d'autres clients. Et c'est bien ça qui est le bénéfice du ferroviaire, c'est que quand on fait la somme de tout ça, on fait une somme et on expand le marché, comme on dit. On prend pas des clients qui choisissent, et c'est le même nombre, et ils vont chez l'un ou chez l'autre. Sinon, croyez-moi, nous n'irions pas. La SNCF fait un excellent boulot. Il n'est pas question d'aller prendre, encore une fois, je suis sur le SLO, d'aller prendre des clients pour aller les mettre dans d'autres trains. Que gagne-t-on au niveau du système ferroviaire? Rien du tout. Alors que là, ce qu'on se propose de faire, c'est d'amener donc, et c'est pour ça que ça crée de la croissance, c'est parce que chacun, parce qu'il est plus petit, parce qu'il cible d'autres. Alors, il n'a pas le bénéfice de la taille des opérateurs historiques, mais il a le bénéfice de la petite taille, finalement, de l'agilité qu'il peut avoir. Donc, il n'est pas menaçant, il vient en complément, il le sait, croyez-moi, pour aller chercher et finalement apporter sa part au système ferroviaire. Et je ne l'ai pas mentionné, mais il le fait sans rien demander, c'est-à-dire qu'il ne prend pas 1 euro à la sphère publique, qui n'en a pas beaucoup, on cherche. Bien au contraire, il vient en plus financer, et Réseau, la SNCF l'a très bien compris, il vient financer les infrastructures ferroviaires, et c'est à coût de centaines de millions d'euros, si vous faites aujourd'hui la somme des opérateurs. Et si je me projette demain, pardon, pour finir sur votre question sur l'expérience du voyageur, en réalité, ce qui va changer, c'est que c'est lui qui prend le pouvoir. C'est quand il a le choix, et là, la manière plus positive de le dire, c'est lui qui décide. Et c'est ça qui fait qu'il y a de l'innovation, c'est ça qui fait que la qualité de service monte, c'est ça qui fait que les offres se diversifient, c'est parce qu'in fine, c'est lui qui a le dernier mot. Et si les opérateurs font pas leur boulot, qui est de faire la bonne offre au bon prix, au bon service, avec le bon service, et la bonne qualité, si les distributeurs ne font pas leur boulot, qui est de proposer le maximum de choix, il n'y en a déjà pas beaucoup, qui le proposent. D'ailleurs, ils proposent déjà du choix, en fait, les distributeurs, mon ami, je suis désolée, mais en proposant d'autres mobilités, justement pour ça. Donc, il m'apparaît, moi, évident que dans l'écosystème, ce qui est clé pour que tout ça réussisse, c'est d'ouvrir au maximum, en fait. Il faut que chacun puisse choisir, il faut que les voyageurs aient accès à tout. S'ils ne voient pas toute l'offre ferroviaire, eh ben, ils iront encore sur d'autres modes. Si les distributeurs ne proposent pas toute l'offre ferroviaire, d'une part, ils seront, par rapport à ce qui existe sur le marché, en difficulté, et ils ne joueront pas leur rôle de prescription du ferroviaire. Et si... Pardon, mais puisqu'on est ici dans cette magnifique pièce, le législateur et le régulateur n'accompagnent pas cette transition, ne poussent pas, ne facilitent pas l'ouverture, on va se retrouver dans un marché où, si la dissymétrie qui existe aujourd'hui, elle est bien normale, persiste, que ce soit au niveau des opérateurs ou des distributeurs, eh bien, on ne réussira pas, en fait. Et pour moi, le critère de réussite, puisque souvent dans les entreprises, c'est ça qu'on nous demande, in fine, c'est qu'en 2035, il faut qu'on ait gagné tous ensemble cette bataille du report modal, et c'est ça qui compte.
Merci infiniment pour vos propos. Oui, cette bataille du ferroviaire va se gagner tous ensemble. Donc les parlementaires, le travail est devant vous. Le régulateur, nous l'entendrons tout à l'heure, mais on a besoin en effet sans doute, et c'est évident, d'un régulateur fort. Et je retiendrai aussi de vos mots l'idée que plus la concurrence se développe, plus le gâteau croît en quelque sorte, et finalement personne n'est perdant. L'opérateur historique ne l'est pas, et les nouveaux entrants peuvent également gagner. Je vais passer la parole à Alexander Ernett pour quelques idées importantes. Alors nous allons devoir faire un changement parce que le micro ne fonctionne pas, ou peut-être avec Madame Picard. J'en suis confuse. Alors Alexander, en tant que secrétaire général d'ADN Mobilité et directeur général de Trainline France, ma première question concerne la réalisation de l'Europe du rail. Si l'Europe du rail se réalise pleinement, quel est, à votre avis, le principal bénéfice que le voyageur constatera au quotidien ? Oui, merci. Merci pour nous donner la possibilité de co-organiser cet événement comme ADN avec la France. C'est un grand sujet pour notre association qui est assez récente et qui n'a pas encore le poids de l'AFRA. Donc, il me faut aussi dire que Trainline fait partie de l'AFRA, donc c'est quelque chose qu'on mérite aussi. qu'on mérite aussi beaucoup. Also, merci pour ça. Et justement pour expliquer un peu Trainline, parce que ça revient à cette question aussi, Trainline est un acteur à 100% européen. Donc nous vendons des billets ferroviaires et routiers dans plus que 45 pays en Europe. Et nous avons plus que 300 opérateurs ferroviaires et routiers dans notre inventaire. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que si je fais référence à la question comment est-ce que l'Europe du rail se réalise, il faut avoir des distributeurs qui ont les capacités de faire les trajets de bout en bout. Aujourd'hui, on a parlé dans la première table ronde, je pense que c'était M. Fanichet, qui a parlé de la partie bout en bout régionale-nationale, mais vous avez aussi encore après une autre partie du chemin, c'est l'international. Et Trainline, comme mes confrères dans notre association Combo, Omio, Blablacar, on est tous là pour intégrer cette offre ensemble dans nos plateformes. Ça veut dire, pourquoi c'est important? Ça veut dire que nous offrons aux voyageurs la possibilité de voyager de la ville où il vient, de prendre une bus, de prendre le rail et après continuer son trajet à une autre métropole ou un autre pays, peut-être un village en Allemagne ou en Espagne. Donc déjà ça. Après, ce que je peux vous expliquer, c'est que c'est l'avenir du rail en Europe, parce que on parle beaucoup en Europe sur les infrastructures, sur des investissements, sur des trains directs. Certes, c'est très important pour attirer les gens dans les trains, sur les grandes lignes, mais à la fin, ça dure très long jusqu'à ce moment. Par contre, la billetterie donne un atout à ça parce que normalement, vous avez la possibilité de réserver la complétude de l'horaire service européenne. Et pour les voyageurs, à la fin, je pense, comme vous l'avez dit aussi, c'est une offre complémentaire que, par exemple, Velvet veut apporter aux voyageurs. Le voyageur, ce n'est pas tellement important pour lui que peut-être si c'est la SNCF, la Deutsche Bahn sur les trajets internationaux, si c'est voyageur ou si SNCF ou Trenitalia, il veut voyager et avoir cette offre. Et c'est là où nous avons cet atout à donner au marché. Alors, comme vous l'avez dit, Alexander, vous opérez dans plusieurs pays européens. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces marchés où l'interopérabilité et l'ouverture est plus avancée qu'en France, finalement? Oui, d'abord, ce qu'on a constaté, et on en a aussi parlé ce matin, c'est une baisse des prix et une augmentation de l'offre. Si on regarde, par exemple, sur l'Espagne, l'offre ferroviaire a augmenté à 55% et au même temps, les prix ont baissé de 40% en moyenne. Donc ça montre que l'ouverture ferroviaire à la concurrence
en Espagne a donné des atouts et des bénéfices pour les voyageurs, pour les utilisateurs du service du train. On peut se battre, peut-être la base n'est pas la même qu'en France ou qu'en Italie ou en Allemagne, mais quand même ça a fonctionné. De même, on a aussi des chiffres pour les marchés italiens où la concurrence a aidé de significativement baisser les prix et augmenter l'offre. Ce qu'on constate déjà aussi en France, si on regarde maintenant sur les trajets internationaux, Paris, Lyon, Milan, grâce à l'offre supplémentaire de Trenitalia, on a remarqué sur nos données qu'il y a une augmentation de l'offre x4 et une baisse des prix à 40% depuis l'entrée dans le marché par Trenitalia. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. Mais on a aussi constaté, si je reviens maintenant sur l'aspect billetterie, qu'en Espagne, par exemple, l'offre ferroviaire n'était pas complète dans les systèmes de billetterie. Pourquoi? Parce que Renfe, c'est l'opérateur historique espagnol, n'a pas affiché sur son site de vente des billets et non plus sur une application qu'il a à côté encore, il n'a pas affiché et connecté les liaisons avec les trains régionaux. Et Trainline, avec l'ouverture à la concurrence, on pouvait pénétrer le marché, on a grandi un peu en Espagne, on était la première plateforme qui a eu cette offre complète dans notre inventaire. Et je pense maintenant, il y a aussi Omio, par exemple, c'est notre partenaire dans ADN Mobilité. Vous avez aussi suivi d'avoir cette offre des trains régionaux. Donc ça montre que où on a les possibilités, on est là pour avoir toute cette offre dans nos outils. Et en France, on l'a déjà, mais quand même, on travaille aussi pour continuer de l'avoir avec la région Sud, par exemple, et les changements qu'il y a pour la billetterie régionale. Merci pour avoir mis en avant. C'est vrai que jusqu'à présent, on évoquait plutôt la distribution au niveau national et au niveau régional. Et là, l'idée, c'est de voir qu'en est-il notamment pour ces trajets transfrontaliers. Et je me posais également une question, donc dans ce marché à 27, finalement, avec autant de compagnies nationales qui existent, est-ce que vous ne craignez pas, peut-être une vision un peu plus négative, que les habitudes conduisent finalement chaque État membre à pousser vers autant de plateformes nationales uniques, au risque peut-être que les effets positifs pour le voyageur en termes de trajet et de tarifs soient amoindris? Oui, naturellement, il y a ce risque parce que si on parle d'un autre marché, par exemple le marché allemand, où on n'a pas vraiment une concurrence ferroviaire sur les services librement organisés, c'est ouvert. Also, je ne veux pas dire qu'il y a des distorsions et des infractions par la Deutsche Bahn, qui est mon employeur historique aussi. Mais quand même, c'est un constat qu'il n'y a pas vraiment une offre ferroviaire en concurrence sur les longues distances. Donc, si par exemple la Deutsche Bahn avait un monopole ou une possibilité de continuer seule de vendre les billets, il y a naturellement un problème pour les voyageurs qui veulent prendre les accès européens partout en Europe. On a vécu ça, je pense, même en France, parce que SNCF Connect, il y a 2 ans, ou l'année dernière, 2 ans, ont discontinué de vendre les trajets transfrontaliers. Et donc, pour une certaine période, c'était un atout pour nous, naturellement, parce qu'il y a une augmentation des clients depuis ce temps-là. Mais quand même, ça montre aussi s'il y a des monopoles ou des positions très dominantes, on a un problème avec la partie des voyages transfrontaliers. Ok, donc pas une seule plateforme nationale unique, mais de la concurrence, une pluralité de plateformes, comme on veut une pluralité d'opérateurs. Merci infiniment. Je passe maintenant vers mon interlocuteur de gauche, enfin à ma gauche en réalité aussi, excusez, je voulais dire à ma gauche, Gérard Le Seul, député de la Seine-Maritime. Donc nous avons posé le diagnostic depuis le début de la matinée et même si les parlementaires se sont interposés dans la matinée, j'avais l'intention de dire voilà maintenant le temps d'avoir le point de vue des parlementaires sur ces questions et en particulier d'évoquer le projet de loi cadre sur les transports qui sera présenté en Conseil des ministres, semble-t-il, après la mi-février ou vers la mi-février 2026, qui sera sans doute l'occasion de faire bouger les lignes dans ce domaine. Quelle loi cadre imaginez-vous pour le ferroviaire ?
Vaste question. Je remercie les organisateurs tout d'abord d'avoir bien voulu organiser cette rencontre et Franck de nous avoir donné l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. Comme quoi vous voyez que le Parlement peut travailler en bonne intelligence et indépendamment des partis et des groupes politiques. Votre question est importante. Il se trouve que j'ai eu l'occasion avec Franck, avec Olivier, d'être mobilisé dans cette belle aventure qui a été Ambition France Transport. Et j'avais eu comme responsabilité de copiloter l'atelier 4, qui était l'atelier sur le fret, où nous avons fait des propositions. D'ailleurs, peut-être insuffisamment reprises dans le projet de loi cadre. C'est un petit reproche que je peux faire, ou un regret. Il se trouve que j'ai continué à animer un groupe de travail totalement informel avec les principaux acteurs du fret. Nous nous réunissons mardi après-midi pour pouvoir construire aussi notre propre contribution au projet de loi cadre. Alors, le projet de loi cadre a un mérite, c'est qu'il met vraiment la question des mobilités comme une préoccupation majeure de notre société aujourd'hui. Et on a bien raison, et il faut remercier l'ancien sénateur Tabarot d'avoir pris ce sujet à bras-le-corps. Même si on le sait, à un moment ou à un autre, la traduction à travers une loi de programmation et vu la faiblesse des financements disponibles aujourd'hui, il faut rester prudent avec la portée globale du texte. Mais en même temps, c'est une très belle initiative qui a été prise. J'ai un deuxième regret sur ce texte tel qu'il est écrit ou tel qu'il devrait être déposé, effectivement, présenté en Conseil des ministres mi-février. C'est qu'il n'y a pas de volet, comme il y avait pu y avoir d'ailleurs dans la loi L'Homme, un volet, on va dire, inclusif ou un volet mobilité solidaire. Je pense que c'est une question absolument essentielle. On voit qu'il y a d'énormes progrès, des projets très importants pour faciliter notre mobilité, et c'est fondamental, mobilité décarbonée avec le ferroviaire, et en même temps, comme à chaque fois, il faut, Franck le disait tout à l'heure, promesses et risques, hein, nous disait-il en introduction. Les promesses, on les a toutes évoquées globalement. C'est une promesse de mobilité décarbonée, de grande ampleur, de grande profondeur, un meilleur service, un prix raisonnable, etc. Mais n'oublions pas, et on l'a vu d'ailleurs, on le voit encore dans le débat parlementaire, qu'il y a des besoins psychologiques de mobilité. Je dis bien des besoins psychologiques de mobilité. Résultat, les ZFE, qui était une bonne idée, je le dis d'autant plus que je n'avais pas voté la loi, mais qui est une bonne idée dans l'ambition de lutter contre les pollutions atmosphériques, finalement, risquent d'être totalement annulées par les conclusions de la commission mixte paritaire, tout simplement parce qu'il y a un problème d'acceptation sociale, puisqu'il y a dans les mobilités un risque toujours d'éviction. À chaque fois qu'il y a une offre, et vous faites des offres, et en cela, la concurrence, effectivement, ça a été dit, permet des offres complémentaires ou supplémentaires. Mais à chaque fois qu'il y a des offres, il y a des risques d'éviction. Et donc, en tant que parlementaire, et vous l'avez dit, en tant que parlementaire à votre gauche, je dois bien évidemment rester extrêmement attentif à ces risques d'éviction d'une partie de la population. Le risque, on l'a évoqué, il y a des risques techniques, hein, de report modal finalement un peu raté, de sillons privilégiés, voire d'hyperspécialisation. Et donc, pour reprendre le propos que j'avais tenu tout à l'heure lorsque j'étais sur les bancs, à savoir quelle mutualisation territoriale pour éviter qu'il y ait des territoires qui soient exclus. Moi, je suis issu d'un territoire périurbain ou semi-rural, je ne sais jamais comment on le définit, mais enfin qui est un peu loin de la ville. Hein. Plus grande ville de ma circonscription, c'est 14 000 habitants. Le train est à la fois un élément très important pour accéder à la ville-centre, et en même temps, ce n'est pas un élément, ce n'est pas un objet de locomotion pour aller beaucoup plus loin. Et donc, nous avons, pardonnez-moi, je reste très franchouillard dans mon propos et je vois bien que l'objet a une dimension européenne, mais nous ne pouvons pas envisager de faire l'Europe si nous-mêmes nous ne mettons pas en France les moyens de répondre à ces questions essentielles qui posent aussi la question
de la simplicité d'usage. Et nous avons, je crois, 200, 300 systèmes de billettique différents en France. Nous avons beaucoup d'AOM différents. On voit bien que, y compris les discussions que nous aurons dans le cadre de la loi cadre et des améliorations rédactionnelles qui seront proposées par les sénateurs, par les députés, posera la question de la bonne articulation et d'une billettique simple, simplifiée au niveau national. Il y a eu un parallèle qui a été fait tout à l'heure avec la chambre de compensation. La chambre de compensation, c'est effectivement dans le système bancaire. Nous avons tous en poche une carte bancaire d'un établissement bancaire différent, concurrent bien évidemment, et souvent nous avons un petit logo carte bancaire. C'est le logo commun qui permet à n'importe quel détenteur d'une carte bancaire d'aller dans n'importe quel distributeur guichet automatique et récupérer de l'argent. Il y a une simplicité, il y a un secteur d'activité qui a su créer des outils communs pour simplifier l'usage du client. Et donc, il nous faut effectivement réfléchir sur une plateforme commune, sur un accès commun à une plateforme pour simplifier l'expérience voyageur, pour reprendre votre propos liminaire. Vous avez en partie répondu à ma deuxième question, donc je la reformulerai sans doute un petit peu, mais je pense qu'il faut retenir, en fait, c'est vrai qu'on avait l'idée de justice sociale est importante. L'idée de justice sociale est aussi importante, l'acceptabilité sociale des citoyens pour aller vers des mobilités décarbonées, et donc en particulier le train. Et c'est vrai qu'on voit des résistances nombreuses si cet élément-là n'est pas pris en compte. Vous avez répondu donc en partie à la seconde question que je voulais vous poser, puisque vous avez évoqué les solutions de billettique. Il s'agissait pour moi de vous interroger plutôt sur les besoins de connexion entre les territoires ruraux français et les voyages transfrontaliers. C'est-à-dire pour les territoires ruraux qui seraient proches du transfrontalier, et quelles pourraient être les solutions en termes de billettique. Mais si vous avez peut-être déjà répondu en évoquant cette idée de plateforme, de simplification des plateformes, etc. Oui, j'ai en partie répondu, mais dans le sens où avant de pouvoir avoir une solution transfrontière, et je pense effectivement à tous nos frontaliers, j'ai moi-même été à un moment donné frontalier alsacien quand j'ai travaillé là-bas. Nous avons besoin d'un système interconnecté européen. C'est l'objet de cette table ronde aussi, bien sûr. Mais ça ne peut être valable que si on a déjà mûri une réflexion importante au niveau national. Et donc, nous devons, pour tous les territoires qui sont éloignés d'une métropole, puisque c'est en partie le sens des flux, avoir des solutions simplifiées qui puissent d'ailleurs intégrer non pas que le transport, mais le ticket de parking, tous les services annexes. On sait que ce qui fait la qualité d'une offre, et vous l'avez dit à un moment donné dans la table ronde précédente, c'est la diversité des services rendus. Il faut accroître les services rendus, mais il faut les accroître non pas avec 3 ou 4 billets différents, mais avec une seule et même billettique. Donc nous avons effectivement un besoin de tarification fondée sur les préférences des usagers, sur la diversité de l'offre qu'on peut leur proposer, et puis ne pas oublier que nous avons besoin aussi de tarification sociale qui doivent être intégrées dans les différentes offres. Merci beaucoup. Pour terminer cette table ronde, qui le régulateur, bien entendu, ce tiers de confiance dont on attend beaucoup, dont on a besoin d'un régulateur fort dans ces secteurs. Donc Jordan Cartier, secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports. Et je vais vous demander évidemment comment l'ART appréhende-t-elle ces enjeux. Donc peut-être pour commencer en termes de visibilité des offres des entreprises ferroviaires, dont on a dit à plusieurs reprises qu'elle était essentielle. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ADN Mobilité, à la FRAD de leur invitation, et puis merci au Sénat de nous accueillir aujourd'hui. Alors, en 2024, les entreprises ferroviaires réalisaient 93% de leur chiffre d'affaires sur le segment des services librement organisés via les canaux de distribution numérique. Ce chiffre est de 70% pour le conventionné, donc ça vous montre toute l'importance de la distribution numérique pour assurer la visibilité de l'offre des entreprises ferroviaires. Cette visibilité, elle est importante à double titre, essentiel même. D'abord, du point de vue de l'usager. L'ouverture du marché, on l'a dit, apporte beaucoup de bénéfices aux voyageurs en termes de prix, de qualité de service, d'innovation,
d'augmentation de l'offre et partant d'augmentation de la fréquentation, du nombre de passagers dans les trains. Sur l'axe Paris-Lyon, pour vous redonner les chiffres, les prix ont baissé depuis l'entrée, il y a un peu plus de 4 ans de Trenitalia, de 10%, là où en moyenne sur l'ensemble des services à grande vitesse, ils ont augmenté de 10%. La fréquentation a augmenté 2 fois plus vite sur l'axe Paris-Lyon qu'elle n'a augmenté au global sur la grande vitesse. Et je vous le donne avec quelques jours d'avance, notre bilan ferroviaire de février montrera que les indicateurs de qualité de service de Trenitalia sont 2 fois meilleurs que ceux en moyenne au niveau national. Voilà. Donc, une partie de la promesse est tenue, mais l'ouverture du marché s'accompagne dans le même temps d'une fragmentation de l'offre qui est susceptible de la rendre moins visible pour l'usager. On reprend l'axe Paris-Lyon comme exemple. Trenitalia a assuré en 2024 11% des services à grande vitesse entre Paris et Lyon. Avec le renforcement de l'offre qui a été annoncé, on va être à un peu moins de 20%. Et donc vous voyez que si on reste dans l'ancien monde monopolistique où finalement un voyageur passe par la plateforme de l'opérateur historique pour accéder à l'offre de l'opérateur historique, il a toujours accès à 98% de l'offre ferroviaire en France, mais sur l'axe Paris-Lyon, il y a quasiment un train sur 5 qui va lui échapper. Donc, comment est-ce qu'on recrée les conditions de cette visibilité globale de l'offre? Cette visibilité, elle est aussi importante pour les entreprises ferroviaires parce que sans visibilité, sans exposition de l'ensemble de l'offre, il n'y a pas de concurrence. Pour 2 raisons. La première, c'est que un nouvel entrant, il a un déficit de marque, il doit pénétrer le marché. Si son offre n'est pas exposée, il ne va pas remplir ses trains ou insuffisamment. Et dans une industrie de profil, si vous ne remplissez pas votre train, vous n'atteignez pas l'équilibre économique et donc votre pérennité sur le marché est menacée et vous avez des freins au développement. Et deuxièmement, sur le voyageur, il a besoin, pour que la concurrence fonctionne, de pouvoir comparer les offres, donc qu'elles soient exposées. Donc, tout ça pour dire que du point de vue d'un régulateur dont le souci est le bon fonctionnement des marchés, le bon fonctionnement du marché de la billettique numérique, aujourd'hui, est essentiel, indispensable au bon fonctionnement à l'aval du marché des services de transport ferroviaire de voyageurs. Alors justement, puisque vous terminez sur le marché de la billettique numérique, comment pensez-vous excusez-moi, comment assurer que c'est moi le bon fonctionnement de ce marché de la billettique numérique dont vous avez dit qu'elle devait être au service du développement de l'offre ferroviaire? Quel peut être le rôle aussi, peut-être, de l'ART en la matière? Alors, en premier lieu, les services de billettique numérique, qu'on appelle aussi les services numériques multimodaux, doivent pouvoir agréger l'ensemble de l'offre ferroviaire disponible. Ça veut dire qu'ils doivent pouvoir accéder dans des conditions transparentes, équitables, non discriminatoires, proportionnées aux inventaires des entreprises ferroviaires et notamment à celui de l'opérateur historique. C'est la condition essentielle pour qu'il puisse y avoir un bon fonctionnement concurrentiel du marché de la billettique numérique et donc qu'on ait des offres qui soient différenciées, innovantes, au bénéfice du voyageur et que s'installe une concurrence sur ce marché de la billettique. Réciproquement, les entreprises ferroviaires doivent pouvoir être distribuées par ces services de billettique numérique dans les mêmes conditions, transparentes, équitables, non discriminatoires, proportionnées, sans biais dans l'exposition de l'offre pour les usagers et en garantissant la confidentialité des données commerciales qui peuvent être échangées. Ça, c'est la condition essentielle d'un bon fonctionnement à l'aval du marché des services de transport ferroviaire de voyageurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que le droit de la concurrence peine quand même à accompagner à lui seul la dynamique du marché. C'est un droit qui agit a posteriori, au cas par cas, là où on a besoin de règles pour traiter des enjeux systémiques. Et les retours d'expérience en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, montrent que de fait, cette ouverture de la billettique numérique, elle ne va pas de soi. Alors, que peut apporter la régulation sectorielle? Précisément, un cadre régulatoire ex-ante, il pose des règles qui permettent le bon fonctionnement du marché sous le contrôle d'un tiers de confiance qui est le régulateur. La mise en place d'un tel cadre régulatoire ex-ante pour le bon fonctionnement du marché de la billettique numérique peut prendre 2 voies. La première voie, c'est capitaliser sur ce qui existe déjà. Le législateur, dans sa grande sagesse, a mis en place, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, un régime de droits et d'obligations pour les services de billettique numérique et pour les opérateurs, valable à l'échelle locale ou régionale, sous le contrôle du régulateur. Et tout à l'heure, c'était évoqué dans la table ronde, si SNCF Connect distribue les billets de train de Transdev en région Sud-PACA, c'est aussi parce qu'il y est obligé par la loi, sous le contrôle du régulateur, dans le cadre de ce dispositif. De fait, l'ART a rendu
plusieurs décisions dans le cadre de règlements différents introduits par des services de billettique numérique en 2024 et en 2025, et elle va rendre, ce début d'année 2026, aussi des décisions qui portent sur des questions structurantes visant à avoir un bon fonctionnement du marché de la billettique numérique. Donc on a un cadre qui existe en France à l'échelle locale, régionale, principalement pour les services conventionnés, étendons-le à l'échelle nationale, tout est en place pour que ça fonctionne. La deuxième voie, c'est la mise en place d'un cadre régulatoire au niveau européen. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 initiatives de texte, voilà, les projets de règlement MDMS, SDBTR, c'est un peu des acronymes barbares, mais qui visent bien potentiellement à avoir un cadre régulatoire européen pour la billettique numérique sous 2 piliers. Un pilier régime de droits et d'obligations applicables aux services de billettique numérique et aux opérateurs, voilà, le cas échéant ciblé sur les services ou les opérateurs dominants, avec l'instauration d'un organisme de contrôle. Voilà. Donc ça pourrait bien être une deuxième voie de mise en place de ce cadre régulatoire ex ante. Alors un tel cadre régulatoire, il est doublement vertueux. D'abord, il permet d'ouvrir le marché de la billettique numérique et d'ouvrir à l'aval le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs, ça c'est à court terme. Et à terme, il permet aussi, puisque c'est une préoccupation qu'on entend, de maîtriser le pouvoir de marché des services de billettique numérique vis-à-vis des entreprises ferroviaires, à la fois par le jeu de la concurrence et aussi par l'existence d'un régulateur. Petite dernière question. Quelle perception avez-vous de l'évolution globale du système ferroviaire dans ce contexte que nous avons évoqué, d'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ferroviaire en France, à la fois opérateurs et distributeurs? Micro a été coupé. Comme je le disais tout à l'heure, l'ouverture de la concurrence, elle change profondément la donne du point de vue du parcours voyageur par rapport à l'ancien monde monopolistique. Elle fragmente l'offre, ce qui est normal, mais cette fragmentation n'est pas encore compensée par des mécanismes adaptés du point de vue du voyageur. On a beaucoup parlé de la billettique. Il y a une autre question qui a été évoquée lors de la première table ronde notamment, qui est un peu un angle mort, un deuxième angle mort en la matière, c'est le parcours voyageur dans un monde multi-opérateur. Aujourd'hui, un voyageur qui manque une correspondance dans le cadre d'un parcours qui associe 2 opérateurs parce que le train du premier opérateur est en retard, supporte seul le risque. Il doit racheter un billet de train, trouver une place dans un train, là où dans l'ancien monde monopolistique, avec un unique opérateur qui assurait l'ensemble des services de transport de voyageurs, ces garanties de correspondance existaient. Or, entre 20 et 40% des trajets à grande vitesse comportent une correspondance et sont donc susceptibles d'être concernés par l'absence de garantie. Cette situation elle a 2 conséquences. La première conséquence, c'est la confiance dans le mode ferroviaire pour les voyageurs par rapport aux autres modes carbonés, et donc la capacité du ferroviaire à s'inscrire dans cette dynamique de report modal. Et la deuxième, c'est que ça affecte négativement l'offre des nouveaux entrants parce que leur offre est moins attractive du point de vue des correspondances que celle de l'opérateur historique. Alors ce sujet peut naturellement être traité au niveau européen, comme le précédent, via une révision du règlement sur le droit des voyageurs, mais on n'est pas forcément obligé d'attendre cette initiative réglementaire européenne. Il y a 2 choses à faire au niveau national. La première, c'est d'intégrer expressément la gestion des correspondances dans les appels d'offres des autorités organisatrices pour les services conventionnés. Et la deuxième, c'est de mettre en place un accord entre l'ensemble des opérateurs à l'échelle nationale pour assurer ces garanties de correspondance de la même façon qu'existe au niveau européen un Agreement on Journey Continuation qui avait été signé par les grands opérateurs historiques nationaux pour assurer cette continuité de voyage pour les passagers dans le cadre de voyages au niveau européen. Et quand vous regardez les considérants de cet accord, ils sont parfaitement transposables au niveau local. Voilà, donc pour conclure en synthèse, l'ouverture du marché constitue une formidable opportunité pour le ferroviaire, mais elle ne pourra tenir toutes ses promesses que si elle ne conduit pas à une perte de lisibilité et de droit pour le voyageur. Sans règles claires sur la billettique et le parcours voyageur, le risque est simple, moins de lisibilité, moins de confiance, moins de concurrence et à terme, moins de monde dans les trains.
Merci beaucoup, Jordan, pour ces propos conclusifs. Il me reste peu de choses à dire, puisque les propos étaient absolument clairs. Je pense que tous les acteurs du secteur sont rassurés s'ils ne l'étaient pas déjà. Nous avons un régulateur sectoriel fort qui a des idées et qui saura faire en sorte, je n'en doute pas, que les promesses de la concurrence se réalisent et que le passage du monde d'avant au monde d'après se réalise également. On a vu donc... je crois que les mots-clés de cette matinée étaient sans aucun doute lisibilité, transparence, confiance, simplification, équité également. Merci beaucoup pour les divers intervenants de cette deuxième table ronde et pour les échanges.